Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'ancien ministre de la Jeunesse ivoirien Charles Blé Goudé sera-t-il jugé en Côte d'Ivoire ou à La Haye si toutefois un procès devait se tenir? Pour l'avocat de l'ancien ministre, la justice ivoirienne a les moyens d'organiser une action en justice contre son client. Redoubler d'efforts en matière de sensibilisation, c'est la promesse lancée par le président guinéen Alpha Condé pour lutter contre le virus Ebola. Le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé fait état de plus de 3000 victimes. Et puis l'Aïd el-Kébir, également appelée fête de la Tabaski, a commencé samedi et pour 3 jours pour 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Au Cameroun, le gouvernement saisit cette opportunité pour condamner les terroristes qui agissent au nom de la religion. Quelques jours après l'audience de confirmation des charges de l'ancien ministre ivoirien Charles Blé Goudé face aux instances de la Cour pénale internationale, une question reste en suspens. L'ancien ministre de la Jeunesse doit-il être jugé en Côte d'Ivoire ou aux Pays-Bas? Son avocat ne peut envisager un procès hors de son pays d'origine. Les explications de Marina Vanier. Au lendemain de l'audience de confirmation des charges de l'Ivoirien Charles Blé Goudé, sa défense relance les discussions sur son procès à La Haye et non dans son pays. L'ex-leader des Jeunes Patriotes est poursuivi pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité commis entre décembre 2010 et avril 2011. Son avocat, Maître Claver Ndri, exprime son incompréhension face à un possible jugement à la Cour pénale internationale. La Côte d'Ivoire, de par sa justice, avait la possibilité de pouvoir juger M. Charles Blé Goudé. Ce que je dis n'est pas contraire en fait à ce que le gouvernement même révèle, puisque le gouvernement a écrit à la CPI pour dire qu'il entendait juger l'ex-première dame, Mme Simone et Yves Gbagbo. Alors on se pose la question de savoir quelle est la distinction, la différence fondamentale entre Mme Simone et Yves Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, étant entendu que les 2 personnes, pour ne pas citer le troisième, à savoir M. Laurent Gbagbo, que toutes ces 3 personnes sont poursuivies pour les mêmes faits, à savoir la crise post-électorale. Il y a quelque chose qui ne va pas. La CPI a récemment annoncé qu'un procès aura bien lieu contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Le 29 septembre, la procureure Fatou Bensouda a rappelé que d'autres affaires pourraient être présentées devant la CPI sans traitement de faveur et quel que soit le bord ou l'appartenance des auteurs des crimes. Une façon de rappeler que la CPI n'est pas une tribune politique, mais un tribunal. Malheureusement, la politique est venue entrer dans le prétoire. Nous pensons que pour la paix en Côte d'Ivoire, il était important que la justice ivoirienne, qui connaît mieux le dossier, puisse juger ses propres enfants au lieu de les déporter sur d'autres cieux, afin que des juges qui ne sont pas à même de connaître véritablement nos réalités puissent connaître de leur sort. Il faudra attendre environ 2 mois pour savoir le sort de Blé Goudé devant la CPI. Si les juges décidaient de renvoi vers un procès, il est possible que l'on assiste à une audience commune Gbagbo-Blé Goudé devant la CPI, sachant que les actes d'accusation concernent les mêmes faits de la crise post-présidentielle, crise qui a fait au moins 3000 morts en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir sa première place de producteur mondial de cacao, vient de lancer un fonds d'une valeur de 456 milliards de francs CFA. C'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui en a fait l'annonce ce jeudi à l'occasion des Journées nationales du cacao. Les 3/4 de la somme seront destinés à la production des fèves et les 25% restants seront consacrés à l'amélioration des conditions de vie des producteurs. La lutte contre le travail des enfants a été pointée du doigt. Alors que l'Organisation mondiale de la santé chiffre les victimes d'Ebola à plus de 3000, la Guinée, foyer de la maladie, place la lutte contre l'épidémie au centre de ses priorités. Face à la presse, le président Alpha Condé annonce déclarer la guerre à l'épidémie, menace selon lui pour la paix et la sécurité nationale. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Le président guinéen déclare la riposte à l'épidémie d'Ebola comme une urgence nationale. La Guinée en guerre contre Ebola, ce sont les propres mots d'Alpha Condé. Le numéro 1 guinéen manifeste sa détermination à freiner la propagation de l'épidémie d'Ebola, alors que le nombre de décès dus au virus dépasse à ce jour la barre des 700 personnes en Guinée. Mon seul objectif aujourd'hui, jusqu'à ce que cette maladie finisse, je n'ai pas d'autre calendrier, ni rien d'autre que la lutte contre l'Ebola. Donc, notre rôle aujourd'hui,
c'est la sensibilisation. Tout ce qui doit passer à la télévision doit être traduit dans les langues, systématiquement expliqué dans toutes les langues nationales. Comment voulez-vous que 70% de la population ne parle pas français? Si vous les expliquez dans les langues nationales, comment ils vont savoir? Le président guinéen souhaite une meilleure implication des médias dans la sensibilisation des populations. Un nouveau plan stratégique de communication sur l'épidémie d'Ebola est élaboré par les autorités sanitaires du pays. Il prévoit par exemple la mise en place de 13 centres de transit et 3 centres de traitement selon les données épidémiologiques pour la prise en charge des cas. Un système de prévention des infections est mis en place dans les structures sanitaires pour un renforcement de la surveillance des cas avérés. Le facteur communication est très pris au sérieux par les autorités. La plupart des réticences constatées dans certaines préfectures où on a les nouveaux cas sont dues à des déficits de communication et de rumeurs qui circulent dans ces localités. C'est pour cela que nous voulons mettre un accent sur la communication de proximité au niveau de ces villages afin qu'ils aient la bonne information et pour qu'ils adhèrent à nos différentes interventions. Et nous sommes sûrs qu'avec leur participation et leur contribution à plein gré, nous pourrons arriver à contrôler la maladie dans ces localités. Le président guinéen Alpha Condé annonce l'installation prochainement d'un hôpital militaire français à Macinta, au sud du pays. Doté d'un laboratoire pour les analyses biologiques, il comportera 50 lits et sera géré par la Croix-Rouge avec un important soutien de l'État. L'Aïd el-Kébir, ou fête de la Tabaski, est célébrée depuis samedi par 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Au Cameroun, dont l'extrême nord est souvent en proie aux attaques du groupe terroriste Boko Haram, les imams prient pour un retour de la paix. Les habitants ont tout de même choisi de se rassembler et de ne pas modifier leurs habitudes pour autant, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. C'est sur fond de prière pour la paix que les musulmans camerounais ont célébré la fête de la Tabaski 2014. Dans un contexte marqué par la lutte contre la secte islamiste Boko Haram, c'est un message de paix, d'amour et de pardon qui a été prêché aux fidèles. 3 valeurs qui caractérisent les fondements de l'islam, une religion qui n'a rien à voir avec le terrorisme selon ses pratiquants. Nous dénonçons avec fermeté ce groupe terroriste qu'on appelle Boko Haram qui sème la mort, qui sème la zizanie. Boko Haram prend l'islam en otage. Boko Haram se sert de l'islam comme une façade pour abriter le terrorisme, la terreur et la mort. L'avènement de Boko Haram, c'est un phénomène, c'est un incident que j'appellerais un incident de l'histoire politique d'un ou de plusieurs pays. Donc ça n'entame en rien la foi des musulmans, ni même la pratique du musulman en général. À Yaoundé, au complexe islamique de Tchinga, pour marquer son soutien à la communauté musulmane stigmatisée par certains citoyens, le chef de l'État, Paul Biya, y a dépêché un représentant personnel. Je suis heureux de confirmer ce que nous savions déjà, que la religion musulmane ne peut pas accepter ce genre de comportement et aucun Camerounais de bon sens ne peut l'accepter. C'est quelque chose qui nous interpelle tous. Et nous continuerons tous derrière le chef de l'État à lutter contre cette secte qui endeuille nos familles. Et cela est douloureux pour tous les Camerounais de bonne foi. Environ 20% de la population camerounaise est musulmane. Cette communauté, majoritairement issue des 3 régions septentrionales du pays, cohabite pacifiquement depuis des siècles avec leurs voisins chrétiens et animistes. Nous vous proposons à présent de partir à la découverte d'une des singularités de l'arboretum de Sibang à Libreville, au Gabon. C'est dans cette réserve forestière que trône l'arbre à cadenas, un végétal orné de métal et à qui l'on prête des vertus mystico-scientifiques. Notre correspondant Douglas Toutoum nous explique pourquoi. Devenu arbre à cadenas du fait de diverses formes d'envoûtement matrimonial au cœur de l'arboretum de Sibang, le Duboisia macrocarpa de la famille des Méliacées ferait depuis plusieurs décennies le bonheur de ses adeptes et le malheur de ses nombreuses victimes. En effet, dans un rite incantatoire mystico-spirituel, les adeptes de cette pratique prennent les sentiments d'un conjoint en otage et suscitent en lui un amour passionnel envers son séducteur. C'est un arbre qu'on utilise dans la science comme dans le côté mystique chez nous au Gabon. Et donc, les cadenas qui sont là-dessus sont des cadenas qui sont utilisés par des personnes qui viennent accrocher ces cadenas là-dessus à des fins mystiques. Mais c'est pour se maintenir pour les femmes
dans des foyers. Donc pour ceux qui aiment bien, ils ne veulent pas que leur mari soit partagé. Le Dubossia Macrocarpa, encore appelé Akak en langue fon du Gabon et qui signifie attaché, est très sollicité par les féticheurs et autres adeptes d'envoûtement, tant sur le plan amoureux que sur le plan professionnel, au regard du nombre de cadenas enfouis dans son écorce. Certains parmi eux sont déjà rouillés par le temps et les intempéries et d'autres complètement enfouis dans l'arbre. C'est maintenir à des postes de travail pour ceux-là qui sont des directeurs généraux des grandes institutions ou alors des postes stratégiques qu'ils ne veulent pas céder à d'autres. De ce fait, plutôt, ils viennent mettre des cadenas là-dessus auxquels ils font des incantations. Et au sortir de là, du moment où il y a une affluence importante de cadenas, cela sous-entend que ça marche. Malgré le fait qu'il soit en plein territoire protégé, l'arbre à cadenas est agressé très régulièrement par de nombreuses personnes. Une situation que déplore la direction du Centre national de recherche scientifique, Sénarest. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.